Ok, merci. Merci à Jean-Paul d'avoir toujours avec moi et cette bienveillance. Et je suis content de venir avec vous. Je connais beaucoup de gens aujourd'hui puisque c'est la cinquième fois que je suis présent et je trouve que c'est intéressant de venir poser les choses de son travail dans ces journées-là que je privilégie bien sûr par rapport à d'autres. Alors, la particularité, on va animer à deux. Je remercie beaucoup Sylvain pour toute sa contribution. Il va vous en parler tout à l'heure, mais c'était vraiment un travail très agréable en collaboration. Donc, moi, je vais repartir un peu de mon travail de recherche et vous montrer mon cheminement et répondre peut-être à une question. Qu'est-ce qu'on fait d'un travail de thèse, effectivement, qui souvent n'est jamais lu par personne que par les universitaires si on ne le réinvestit pas. Donc je vais repartir un peu de cette histoire, de l'état des lieux de mon travail de recherche, qui n'a jamais cessé depuis ce doctorat. Donc c'est 15 ans d'ailleurs de travail sur l'éducation thérapeutique du patient, travail dans lequel j'ai d'abord posé une première balise autour d'un doctorat sur 2002 et 2006, et dans lequel j'étais particulièrement intéressé par la relation éducative en santé, définie comme une relation vraiment singulière entre un soignant et un patient. Et ce qui a été vraiment intéressant, l'objet, ce n'est pas de reparler de ce travail-là, donc je vais aller très vite. Ce qui a été vraiment intéressant pour moi et un apprentissage incroyable, c'est de pouvoir repérer, c'est une recherche clinique où je fais des patients pendant 18 mois, de repérer qu'en fait, les patients, ils avaient aussi des conceptions et que si nous, on n'était pas dans l'hétérogénéité des conceptions pour aller à leur rencontre, on pouvait bloquer leur apprentissage. Donc, c'était un grand apprentissage de ce travail-là et un gros travail je dirais, de vraiment condenser tout ce qui avait été écrit sur les modèles, parce qu'il n'y avait rien sur les modèles d'éducation thérapeutique, on a tout inventé dans le monde de la santé. Donc tout le travail de thèse, c'était vraiment épistémologique. À la suite de ça, pour le réinjecter dans la pratique, j'ai défini à travers tout ce travail de modélisation qu'il y avait 3 grands champs d'intervention en éducation thérapeutique. C'est pareil, je ne vais pas aller très loin là-dessus parce que c'est des choses dont j'ai déjà parlé. Plutôt centré sur la transmission, c'est quand même l'éducation thérapeutique a un peu trop démarré sur ce champ-là en pensant qu'il n'y avait que ça. Et puis après, donc avec tout ce qui a suivi derrière, mais aussi sur la relation, est-ce que j'ai vraiment compris à travers ce travail de thèse, c'est que ce qui nous importe, c'est la relation avec le patient et comment on va identifier ses potentialités pour pouvoir l'aider à avancer. Et puis bien sûr, toutes les médiations de groupe, notamment autour du patient expert, toutes des choses qu'on retrouve aujourd'hui de façon importante. Ça m'a amené à une deuxième étape où j'ai essayé, pour le rendre accessible aux professionnels, eh bien de remettre ça dans un langage courant et plutôt pragmatique. Donc, l'idée de faire un ouvrage, mais vous voyez, le temps qu'il m'a fallu, depuis la thèse jusqu'à la publication, pour savoir ce que j'allais dire, parce qu'il ne s'agissait pas de faire un ouvrage pour faire un ouvrage, quoi. Et dans ce travail-là qui a suivi, ce qui m'a vraiment importé, c'est de dire que si on n'est pas dans la pluralité des champs d'intervention en éducation thérapeutique, on ne peut pas remobiliser le projet de vie du patient. Or, pour moi, l'éducation thérapeutique n'a de sens que si on remobilise le projet de vie du patient. Alors, le deuxième travail je m'étais réinscrit dans un groupe de recherche dans les années 2015, ça a été d'identifier 6 phases dans le processus d'éducation du patient qui peut l'aider à remobiliser son projet de vie. Alors, ces phases, je m'étais dit dans ma tête, il faut qu'il y ait un outil d'évaluation derrière qui permette d'identifier, de faire avancer les choses, mais c'est quelque chose dont je n'avais pas eu le temps de m'emparer. J'ai simplement fait, dans la suite de mon travail, auprès de 150 professionnels, je leur ai demandé de réfléchir sur une situation clinique qu'ils avaient vécue en éducation et de me dire, à travers ce filtre, si ils pouvaient repérer dans quelle phase était le patient, avec comme objectif de valider ce champ théorique et de dire, oui, ça parle aux soignants, c'est quelque chose qui est possible. Et donc, ça a été vraiment intéressant, puisqu'il n'y a pas une personne qui m'a dit, non, je retrouve pas. Donc, je vais vous présenter cette partie-là.
qui est donc ces 6 phases, puisque c'est à partir de ces 6 phases et de ce champ théorique que Sylvain a construit un outil d'évaluation. Alors, 6 phases sur 3 modèles. Premier modèle, l'information. Avant de parler d'éducation thérapeutique, pour moi, on parle d'information thérapeutique. Dans une conception au départ qui est plutôt biomédicale, donc centrée sur la maladie essentiellement, et où la préoccupation du soignant, surtout de soigner. Donc la première phase, c'est l'annonce diagnostique, avec tout ce que ça peut comporter, de stupeur, comment on l'annonce, est-ce que c'est thérapeutique d'ailleurs d'annoncer un diagnostic à quelqu'un, qu'il est psychotique par exemple, en quoi ça peut aider, c'est toutes les réflexions qui sont vraiment intéressantes. Et puis la gestion de la crise. Donc il est bien clair que c'est d'abord ça qui est important avant de parler d'éducation thérapeutique. La seconde, ce serait les prérequis, toujours dans l'information. Je parle d'information thérapeutique parce que pour moi, tout ce qu'on donne comme connaissance au patient n'a d'intérêt que s'il y a cette notion de thérapeutique derrière. Pourquoi on lui donne ces informations? Donc les informations sur la maladie, sur le traitement, sur les répercussions, on parle de maladie chronique, mais aussi les besoins qu'a la personne face à tout ça. Donc une fois ces 2 phases-là passées, qui ont pour objectif surtout de lutter contre la maladie, de maîtriser les complications, des choses que vous connaissez bien, développer la confiance, eh bien, on peut commencer à parler d'éducation thérapeutique. Donc, l'éducation thérapeutique, elle est plutôt, dans les conceptions que j'ai développées, centrée sur un modèle holistique, biopsychosocial, où là, il s'agit d'abord de travailler le projet de soin du patient, mais un projet qui est forcément co-construit. Il faut faire attention de ne pas faire pour l'autre. Donc, dans la 3e phase, on parle plutôt des procédures de soins, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on transmet, qu'est-ce qu'on va devoir transmettre à l'autre par rapport à la maladie, les signes, l'hygiène de vie, les conduites à tenir, la surveillance du traitement, le retentissement psychologique. Donc on commence à parler d'éduquer, mais dans les conceptions que je parle, éduquer et soigner, pour moi, sont tout à fait liés. L'un ne va pas sans l'autre. Et puis, la 4e phase de l'éducation thérapeutique est plutôt centrée sur l'adaptation de ces procédures. Impossible de parler d'éducation thérapeutique sans autoriser le malade à adapter les choses pour qu'il puisse les rendre compatibles avec son quotidien. C'est-à-dire que le malade, il ne va pas vous suivre sur tout ce que vous dites et il a besoin de réadapter pour retrouver du sens à pourquoi il ferait ça et pourquoi il le ferait comme ça. Donc l'associer, bien sûr, c'est ce que l'HAS nomme les compétences d'adaptation psychosociale. Donc ici, quand on est plutôt dans cette phase d'éducation thérapeutique, bien sûr, intégrer les procédures, comprendre la maladie, ses effets, adapter ces procédures pour favoriser son mieux-être et engager l'alliance thérapeutique. Alors, dans ce travail que j'ai fait, pour moi, ce n'était pas abouti et je ne savais pas comment nommer la suite. Donc, du coup, dans ce processus, je parle d'éducation thérapeutique développementale, c'est-à-dire centrée sur le développement, où là, ce qui nous intéresse dans cette phase, c'est comment on va remobiliser le projet du patient et notamment son projet de vie. Donc, ça va passer par une phase autour de l'intégration de la vie avec les soins. Quand un patient a déjà accès à cette possibilité de se dire « je suis malade, j'ai quand même envie de faire des choses, je peux faire des choses », c'est très important. Et puis, bien sûr, sa qualité de vie qui ne peut être définie d'ailleurs que par lui. Et la dernière phase de l'éducation thérapeutique centrée sur le développement et qui nécessite de l'accompagnement, c'est comment on peut l'aider à se projeter à nouveau dans le futur. Et du coup, cette phase-là, pour moi, c'est vraiment une opportunité pour qu'il puisse questionner des changements, changer ses priorités, réinterroger ses valeurs, ses convictions, les renoncements parfois qui sont importants. Et puis, sur un plan assez global, mais très important aussi, c'est comment on peut revisiter le sens de sa vie. On pourrait tout à fait se dire que soit aussi, on peut de temps en temps réfléchir sur quel est son projet de vie. Et c'est pas si facile de le trouver. Donc, dans cette dernière phase, c'est vraiment l'intérêt de mieux vivre avec la maladie, de développer une qualité de vie qui est définie par le malade, et puis parfois réécrire son projet de vie dont la maladie est l'expression de sa réalité et pas en dehors. C'est ça. Pour moi, on a vraiment gagné quelque chose quand on a compris qu'en fait,
La maladie n'est pas à côté, elle fait partie, mais elle ne freine pas tout dans les possibilités que la personne a. Alors c'est aussi dans cet espace-là qu'aujourd'hui on parle beaucoup de patient partenaire parce que témoin de ce qu'il a pu faire et comment il peut, par ce processus et cette expérience, aider d'autres personnes par son témoignage. Voilà, donc c'est ce cadre-là à partir duquel eh bien, Sylvain a commencé à réfléchir et je vais lui donner la parole pour la suite. Alors juste un mot avant de commencer. Merci à Jean-Paul et à l'ensemble de l'équipe pour l'accueil, de me laisser l'opportunité de vous présenter mon travail et puis surtout pour la sollicitude parce que vraiment on a un accueil très chaleureux et on est dans les meilleures dispositions possibles pour profiter pleinement des journées. Donc le travail que je vais vous présenter, il s'inscrit dans le cadre d'un Master 2. À la sortie de l'école de cadre, j'ai voulu enchaîner pour finir le cursus universitaire. Et comme cadre, c'était trop facile. Je croyais que de faire les deux temps en même temps, c'était parfait. Donc voilà, c'est un sujet de recherche qui s'est vraiment ancré sur une problématique de terrain. J'ai eu l'opportunité d'accompagner une équipe dans la création et la validation d'un programme d'éducation thérapeutique, de suivre la formation animée par Monsieur Revillot, 40 heures en éducation thérapeutique, et très vite avec l'équipe on est venu à se questionner sur comment on va évaluer notre action, comment évaluer l'éducation thérapeutique. Donc à ce moment-là je me suis penché sur l'état de l'art, j'adore ce mot, et donc du coup je suis très vite tombé sur les référentiels HAS qui décrivent de façon très complète, je trouve, l'évaluation annuelle et l'évaluation quadriennale, avec des exemples d'objets d'évaluation qui sont assez bien faits, sur lesquels on peut assez facilement s'appuyer pour évaluer le programme. Par contre, ça a été un peu différent quand on est arrivé sur l'évaluation individuelle, puisque donc très rapidement, il y a 3 temps dans cette évaluation individuelle. Il y a le diagnostic éducatif qui est vraiment primordial au départ pour pouvoir poser les objectifs et faire le point avec le patient sur ce qu'on peut éventuellement essayer de co-construire. Un deuxième temps qui va être plus sur l'évaluation individuelle au cours du programme, c'est-à-dire l'évaluation des différents ateliers. Alors ça, c'est plutôt bien fait, on a une multitude d'outils. Vous connaissez tous, peut-être même mieux que moi, les cartes de Barreau, le photolangage, etc. C'est des choses qui sont plutôt bien faites. Et une évaluation de fin de programme. Et là, avec l'équipe, notamment, on a eu cette réflexion de se dire comment on peut faire une évaluation individuelle, sur quoi on peut vraiment s'appuyer. Et finalement, je n'ai pas trouvé grand-chose. Et d'ailleurs, c'est un petit peu authentifié par la HAS qui dit que le processus d'évaluation d'un programme de TP repose sur un référentiel construit par les équipes elles-mêmes. Moi, ça m'a posé 3 interrogations majeures, on va dire. La première, c'était de me dire que les professionnels, quand ils se mettent à faire de l'éducation thérapeutique, ils sont dans une approche qui est parfois nouvelle, un complément de ce qu'ils peuvent faire. C'est généralement dénué d'effets secondaires, dénué de risques infectieux. Donc très vite, on peut être convaincu du bien fondé en fait, de son intervention, et du coup, excusez-moi l'expression, pervertir son évaluation pour en faire une action qui est tout à fait louable. Et là, je vous renvoie à la citation de Didier Alépée qui disait « Les chiffres sont comme les hommes, si on les torture bien, ils avouent n'importe quoi ». Le deuxième cas de conscience que j'ai eu, c'était que la HAS, en fait, elle stipule bien que chaque programme d'éducation thérapeutique s'inscrit dans 2 finalités qui sont, d'une part, les compétences d'auto-soin et d'autre part, les compétences psychosociales. Alors, pour les compétences d'auto-soin en tant que soignant, assez vite, on arrive à être clairvoyant, mais sur les compétences psychosociales, en IFSI, dans les facultés de médecine et autres instituts de formation, je pense qu'on est très peu armé pour évaluer tout ça. La troisième difficulté, c'était l'évaluation en elle-même. C'est une discipline difficile qui est définie par De Kettel et Peckel, qui sont 2 universitaires belges, et qui disent bien que l'évaluation est un processus qui consiste à recueillir un ensemble d'informations pertinentes, valides, fiables, et à examiner le degré d'adéquation entre ces ensembles d'informations et un ensemble de critères choisis adéquatement pour fonder une décision. Donc on voit bien à travers cette définition toute la complexité de l'évaluation et qui pour moi en éducation thérapeutique est potentialisée par l'éclectisme de la base de l'éducation thérapeutique puisque ça repose à la fois sur la santé, la médecine bien sûr, mais aussi la psychologie, l'éducation et la philosophie. Et la clinique, oui bien sûr. Donc dans la littérature et avec les échanges, on a fait un petit peu une revue de la littérature et on n'a pas trouvé on a trouvé très peu
d'outils d'évaluation individuelle à disposition des professionnels. Ils étaient très éclectiques, très basés sur des ressentis soignants et avec finalement une évaluation individuelle qui était souvent réalisée a posteriori des actions et donc pour lesquelles on manquait d'un matériel et donc d'objectivité de l'analyse. Donc à ce moment-là, je me suis dit comment on pourrait créer un outil pour évaluer. Et donc dans mon nomadisme littéraire, je suis retombé sur l'ouvrage de Jean-Marie. Et donc je me suis dit que si on pouvait modéliser l'éducation thérapeutique en trois modèles et en 6 sous-phases, et si on arrivait à chacun de ces modèles évaluer à quel niveau de compétence et de connaissance est arrivé le patient, on pourrait, en reproduisant l'évaluation à T+1, T+2, T+X, arriver à suivre l'évolution du patient. Et donc, avec la multitude de ces évaluations, affirmer ou infirmer un potentiel effet du programme dans l'acquisition du patient. Pour ça, j'ai utilisé une démarche projet assez classique. Donc, je suis reparti des finalités de la HAS que je vous ai citées tout à l'heure. Donc, développer des compétences d'auto-soin et développer des capacités d'adaptation que j'ai déclinées en objectifs généraux, objectifs spécifiques, objectifs opérationnels et en critères. J'aurais pu faire le choix d'aller sur une définition des indicateurs, mais je me suis dit que ça serait vraiment perdre la spécificité et l'unicité des programmes et des plus-values de chacun des programmes, et que les indicateurs, pour gagner en pertinence, devaient être élaborés par les équipes elles-mêmes pour vraiment garder une spécificité de l'outil. Donc je suis tombé sur des choses un peu comme ça, que je vais passer très vite, un petit peu barbare, voilà. Donc toutes les déclinaisons sur les 2 finalités, sachant que ça m'a conduit donc à poser, je reviendrai là-dessus, à poser des critères, et chacun de ces critères a été ensuite affilié aux phases développées par Jean-Marie, donc la phase d'information thérapeutique et la phase d'éducation thérapeutique développementale. Le choix méthodologique qui a été fait, ça a été d'écarter l'éducation thérapeutique développementale, malgré qu'elle soit hyper intéressante, mais sur une horizon temporelle, c'était compliqué. Et donc voilà, par possibilité de réalisation de l'étude, j'ai fait le choix de l'écarter. Donc si je reviens sur un petit focus rapide, donc si on s'appuie sur une des finalités de la HAS qui était de développer des compétences d'adaptation, pour ça, je vais citer Albert Einstein qui disait que la folie est de toujours se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. Donc face à une pathologie chronique, on comprend bien que si le patient il veut développer des compétences d'adaptation, il va devoir modifier à l'issue de son programme ses habitudes de vie pour pouvoir améliorer son état de santé. Pour ça, ça m'a conduit à poser l'objectif spécifique, apprécier l'importance de maintenir ou d'améliorer son état de santé, parce que ça renvoie à la phase de pré-contemplation ou de contemplation de Prochaska et de Guy Clement, pardon. Ce qui est effectivement essentiel, puisque si le patient n'est pas conscient de sa maladie, n'a pas conscience des difficultés qui peuvent émaner de cette problématique, vous le ferez pas avancer, quoi. Et en fait, un autre objectif qui donc décline de celui-là, c'est le suivi du traitement médicamenteux, puisqu'il y a eu une étude de l'OMS qui dit que dans les pays développés, au niveau du suivi des traitements médicamenteux dans les pathologies chroniques, on a moins de 50% d'observance, malgré les difficultés que ça va créer. Et ils appuient ça sur le fait qu'il peut y avoir une absence de manifestation des troubles pour le patient, qui ne comprend pas toujours l'intérêt de prendre ce traitement, la durée du traitement, qui est parfois à vie, des effets secondaires qui peuvent apparaître, etc. Tout ça, ça m'a permis de construire un outil, un pré-outil d'évaluation. Et en fait, je me suis dit, mais si j'arrive avec cet outil-là directement et que je l'impose aux équipes, est-ce que ça va marcher? Donc j'ai d'abord fait le choix de faire un pré-test, j'ai appelé ça comme ça. C'est un petit peu lourd comme nom, mais voilà. Et donc j'ai rencontré plusieurs professionnels avec l'idée de voir si l'outil était acceptable, s'il y avait des champs que j'aurais pu oublier dans l'investigation de l'éducation thérapeutique, si les questions que j'avais posées étaient compréhensibles et pertinentes. Et donc ça m'a conduit à faire des entretiens semi-directifs auprès d'un médecin généraliste, un médecin psychiatre, un pharmacien hospitalier, une infirmière de psychiatrie qui travaille en unité de soins pénitentiaires, une infirmière en addictologie et une infirmière en soins somatiques. Et un des critères d'inclusion, c'était qu'ils soient tous formés à l'éducation thérapeutique pour qu'on parte sur un postulat commun. Les résultats qui sont sortis de ce pré-test, c'était que les professionnels estimaient que l'outil paraissait légitime et ils m'ont quasiment tous dit qu'ils attendaient un outil comme ça, qu'effectivement c'était intéressant de pouvoir évaluer ses pratiques et d'objectiver sa pratique, alors que je pensais que ça serait plutôt un frein de se remettre en question pour certains.
Un deuxième résultat qui est sorti, c'était un sentiment de complétude et de pertinence de l'outil. Bon, pour autant, il y avait quand même certaines questions qui étaient à préciser, hein, bien sûr, ce qui m'a permis de réajuster l'outil. Et une fois que cet outil a été réalisé, j'ai fait le second travail de réaliser une grille de cotation pour pouvoir coter chacun des critères qui avaient été définis en leur donnant un score pour pouvoir scorer en fait, le niveau d'acquisition dans chacune des phases. J'espère que je ne vais pas vous perdre en postprandial. En fait, j'ai essayé de cliver en gros en tuyau d'orgue. Voilà, il y a une phase d'information thérapeutique, une phase d'éducation thérapeutique. À quel niveau le patient a acquis dans cette phase au début et à la fin du programme. Donc j'ai réajusté l'outil. Je vous ai mis en saumon, je ne sais pas si on voit. Si. Donc les questions relatives au traitement. Je vous laisse regarder rapidement. Donc ça paraît très simple, hein, parce que j'ai choisi la branche la plus simple possible. Et donc une fois que tout ça a été fait, j'ai lancé une phase de pré-test. Donc là, j'ai contacté 2 établissements, un établissement public de santé qui avait un programme validé en psychiatrie et en addictologie, et un établissement privé qui avait aussi un programme validé en SSR. Donc ce pré-test, il a mobilisé 8 soignants. Il y a 10 patients qui ont été testés donc en amont et en aval du programme. Alors oui, pour les plus mathématiciens d'entre vous, 2 x 10, ça fait bien 20, et pourtant j'ai 32 questionnaires, puisque j'ai fait le choix de voir s'il y avait une concordance des résultats, parce que ça me paraît assez essentiel que cet outil soit transposable, les professionnels n'étant pas toujours présents, et donc on puisse avoir une concordance des résultats entre 2 soignants différents. Les résultats, c'est que l'outil est assez sensible. Effectivement, on a une variation des scores entre les différentes phases d'évaluation des patients. Elle nous a paru, avec les universitaires qui m'ont encadré, plutôt pertinente parce que on a une phase d'information thérapeutique qui croît en score plus vite que la phase d'éducation thérapeutique, ce qui est logique puisque pour pouvoir développer des actes de la phase d'éducation thérapeutique, ça repose sur des prérequis de la phase d'information thérapeutique. On a une cohérence des résultats entre tous les patients. On a une concordance qui était plutôt bonne avec des fluctuations sur les compétences plutôt psychosociales. Et donc ça a mis en avant vraiment la nécessité de préformer les équipes à l'utilisation de cet outil et vraiment à l'élaboration d'indicateurs très précis, justement pour uniformiser l'évaluation. Ça a mis en avant aussi une liberté face au mode de passation de l'outil, parce qu'il y a des professionnels qui ont fait le choix de remplir la grille en dualité avec le patient. Il y en a d'autres qui l'ont rempli a posteriori d'un entretien plutôt classique. Donc voilà, un peu de liberté. Les professionnels, quand je suis arrivé avec cet outil-là, le personnel infirmier, certains personnels infirmiers m'ont regardé avec des gros yeux, encore un cadre qui se lance dans un master de management et d'évaluation. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui vient nous amener cet outil-là? Ça va nous faire un boulot de fou. Et finalement, après l'étude, ils étaient plutôt satisfaits. Ils commençaient à intégrer cet outil directement dans leur phase de diagnostic éducatif et de bilan final, avec une durée d'évaluation qui est estimée à environ 30 minutes, avec un effet d'apprentissage, avec un temps qui diminue. Alors, et après, parce qu'avoir fait cet outil-là, c'est bien joli, mais il n'est pas terminé. Donc l'idée, ça serait de terminer l'outil, parce qu'on a un petit peu commencé à travailler, et notamment en y incluant la phase d'éducation thérapeutique qui va principalement reposer sur la finalité de la HAS, qui est de développer des compétences d'adaptation. C'est aussi, et pour faire gagner de l'outil et pour le faire accepter plus facilement, grâce à l'informatique, notamment de fusionner l'outil d'enquête avec la grille de cotation pour ne pas multiplier le temps soignant et qu'il y ait quelque chose de plus intuitif. Et puis de passer un test à grande échelle. Sur le CHS où je travaille à Dijon, on a un programme de psychoéducation dédié aux patients présentant une pathologie psychotique débutante qui a été déposé le 14 janvier, avec qui on a commencé à travailler justement sur la définition des indicateurs spécifiques. Et puis il y a eu des premiers contacts réalisés avec un établissement franc-comtois et un établissement parisien. On est resté volontairement obscur sur les établissements, puisque voilà, il n'y a encore rien d'acté officiellement. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et comment finalement, pour des soignants en psychiatrie, on va s'approprier ces outils, mais en étant vraiment au plus près des besoins de la personne, dans une dynamique de participation?
comment on va peut-être se former à l'entretien motivationnel pour vraiment être au plus près des préoccupations, mais telles que la personne les ressent, quoi. Sinon, on sait qu'en pédagogie, si ça ne correspond pas à un besoin, on est un peu à côté des affaires. Enfin. On va répondre à deux voix, je pense, mais moi, vraiment, les retours qu'il y a eu des équipes soignantes, c'était de dire que cet outil, même s'il était très théorique, en fait, ils retrouvaient rapidement leur pratique professionnelle, ils retrouvaient rapidement ce qu'ils cherchaient à évaluer, sauf que ça amenait peut-être d'autres éléments un petit peu plus complets. Après, je pense que sur un tel outil, on ne fera pas effectivement l'économie de travailler avec eux et de vraiment mettre leur spécificité, leur unicité, voilà, dans leur approche, dans leur programme. Et justement, je pense que le fait de s'être arrêté aux critères et pas aux indicateurs, on va gagner sur ce champ. Oui, moi qui suis très attentif de ne pas enfermer les choses dans des grilles, ce que je trouvais extrêmement intéressant, c'est que c'est des critères donc très qualitatifs et qui se co-construisent aussi dans l'évaluation avec le patient. Donc, ce n'est pas quelque chose que le soignant fait tout seul. Donc, pour moi, l'évaluation du coût, elle participe encore à son éducation parce qu'à travers l'outil et la réflexion, eh bien, il continue, je trouve, à cheminer. Alors ça, c'était un vrai travail partenariat tous les deux parce que c'est toujours compliqué quand on va sur le champ théorique de quelqu'un de se dire, d'accord, je vais sur ton champ, mais je vais m'approprier quelque chose. Donc, et de laisser toute la place à l'autre en disant, mais attention, il ne faut pas dénaturer l'esprit de mes conceptions. Et ça s'est vraiment passé de façon très, très chouette, quoi. Parce que tu as été aussi assez intellectuellement disponible pour accepter mes critiques. Et ça, quand on travaille avec le concepteur de l'outil avec lequel vous travaillez, c'est quand même enrichissant. Moi, il y a un truc que je comprends pas, et donc vous allez sûrement nous expliquer. C'est que dans les programmes de TP qui sont déposés aux ARS, la condition, c'est qu'il y a des éléments d'évaluation pour tout programme. Et donc, si on veut repérer quels sont les outils d'évaluation précis, il suffit de se rapporter à tous les programmes qui ont été déposés, et pour chaque programme, on a des éléments normalement précis pour les évaluer. Premier point. Donc, j'imagine que si vous avez fait ce travail-là, c'est que vous avez jugé que c'était pas satisfaisant. Mais, autre question, dans ces cas-là, pourquoi les ARS les valident-elles si ces critères ne sont pas satisfaisants? Alors, j'ai dans l'idée que c'est probablement, il y a un petit problème à ce niveau-là, mais comment vous vous situez par rapport à ça? Et les 6 étapes que décrit Jean-Marie, j'ai aussi repéré qu'elles sont tournent un peu autour des différentes étapes, les 4 grandes étapes décrites par l'HAS. Alors je trouve que c'est intéressant qu'en apparence tu en sortes, mais si tu peux nous dire comment tu y arrives, ça serait sympa. Oui, alors elles ne sont pas décrites tout à fait comme ça. Ils entrent plutôt par les compétences au niveau de l'HAS, mais au niveau de l'HAS, sur ce que disait Sylvain tout à l'heure, bien sûr, il y a des choses qui sont proposées dans l'évaluation d'un programme, mais et encore qu'il y a beaucoup de marge de manœuvre. Mais en tout cas, dans l'efficacité de ce que ça peut apporter à chaque patient, eh bien, c'est quelque chose qui est aujourd'hui, il faut le dire comme ça, très mal évalué sur le territoire. Et j'étais dans une conférence il y a pas très longtemps sur Cadillac, sur l'éducation thérapeutique, il m'avait gentiment invité. Il y avait quelqu'un de l'ARS qui était présent et qui disait il est temps qu'on se penche un peu sur l'évaluation, mais l'évaluation intelligente, c'est celle qui émane du monde de soignants, de nous, hein, et qu'il n'y a pas du tout d'opposition au fait de proposer des choses qui soient un peu en cohérence avec qu'est-ce qu'on attend chez le patient. Et ils ajoutaient même ce qu'on regrette souvent, c'est que dans les colloques, on ait des personnes qui viennent présenter des recherches sur des résultats d'évaluation qui ne soient pas françaises, en disant de toute façon c'est pas tout à fait transférable. Donc je pense qu'il y a une vraie attente de mon point de vue au niveau des ARS de pouvoir s'emparer de travaux alors rigoureux, parce qu'il a fait un travail extrêmement rigoureux, la construction de son outil, il en parle très peu, parce qu'il a pris des mois, c'est vraiment un gros travail, et dans lequel on voulait vraiment
notre conception et nos critères pour qu'on puisse dire que... Alors après, c'est sûr, si on a une conception de l'éducation thérapeutique très étriquée, l'évaluation ne sera pas la même. Mais ce n'est pas ce qu'on voulait. Et je suis pas du tout... Je ne pense pas que l'HAS, enfin l'ARS, même l'HAS, ils vont être contents qu'on travaille un peu pour alimenter les choses avec eux, quoi. Voilà, je dirais comme ça. Pour compléter en 10 secondes, effectivement, c'est ce que je disais en introduction, on a une évaluation annuelle et quadriennale qui est extrêmement bien détaillée avec des objectifs qui peuvent être réinvestis par l'ensemble des programmes. Après, au niveau de l'évaluation individuelle, la HAS stipule bien que c'est laissé à l'appréciation de l'équipe parce que je pense qu'il voulait aussi garder une partie de spécificité de chacun des programmes. L'idée de cet outil, c'était comment garder cette spécificité tout en ayant l'évaluation la plus complète possible. Et pour avoir rempli un programme, une demande d'autorisation à l'ARS, qui est quand même un gros travail de remplissage pour l'autorisation du programme, je plaide coupable, mais l'évaluation individuelle, elle était très partielle au moment où j'ai réalisé avec l'équipe la demande d'évaluation. Et c'est ce que j'ai retrouvé dans les peu d'évaluations qu'on retrouve dans les écrits, c'est que les écrits sont souvent réalisés a posteriori, enfin les évaluations individuelles sont réalisées a posteriori, donc on manque de matériel, elles sont vraiment laissées à l'appréciation de l'équipe, et c'est souvent des choses qui sont partielles. Et puis encore un point qui est important, c'est qu'on dit on fera l'évaluation si on a le temps, souvent. C'est une vraie problématique soignante, parce qu'on a peut-être des déformations sur l'évaluation par rapport au modèle de nos institutions, qui sont parfois très normatives et qui ne nous conviennent pas. L'évaluation, c'est une vraie opportunité de valorisation du travail du soignant, ça moi j'en suis convaincu, de reconnaissance du travail, à condition qu'on donne quelque chose à voir, quoi. Et je trouve que c'est aussi tout l'intérêt du travail de Sylvain. Bonjour, Baptiste Gaudelus, je suis infirmier dans la région lyonnaise et je m'occupe aussi pas mal de TP. Je trouvais intéressant l'outil parce qu'effectivement, pouvoir mettre en concordance le temps de l'évaluation clinique et le temps de l'évaluation du programme, un petit peu des objectifs du programme, c'est important. En revanche, je suis surpris, c'est uniquement une dynamique d'hétéro-évaluation, là. Seul le soignant évalue les effets du programme. Je suis un tout petit peu gêné par cet aspect-là des choses. Est-ce que vous avez pensé à une partie évaluation par le patient ? Oui, effectivement, c'est quelque chose qui a été pensé et pour lesquels on a discuté avec l'équipe. Après, c'est quelque chose qui est difficile à réaliser. Donc, après, je suis passé rapidement parce qu'on a peu de temps. Je suis désolé, je vais me faire exclure parce que j'ai mon taxi qui m'attend. Jean-Marie finira, mais voilà, effectivement, ça serait bien de mettre plus le patient au centre de remplissage de ce programme-là, enfin de l'évaluation, sauf que c'est compliqué. Au départ, c'était parti sur la dictologie. Il y a certaines phases où le patient est physiquement peut-être pas en état d'apprécier justement son degré d'acquisition, au moins au début, dans la phase d'information thérapeutique. Après, je vous rejoins complètement. Maintenant, voilà, cet outil, c'est effectivement le professionnel qui l'a rempli, mais sur un entretien en échange et en collaboration avec le patient. D'accord. Je suis désolé, je vous abandonne. Oui, Au revoir et merci. C'est une vraie question. Merci. C'est une vraie question parce que c'était un point de discussion d'ailleurs entre nous, mais dans le cadre de la recherche, il fallait qu'il soit un peu, qu'il prenne des chemins rapides. Mais quand il avait son outil, je lui dis ça n'aura d'intérêt que si c'est le patient qui le remplit, ça n'aura d'intérêt que. Et effectivement, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. La manière dont il est construit peut aussi faire participer le patient, parce qu'on ne peut pas parler de tout ce qu'on a dit avant dans le cadre théorique si le patient n'est pas partie prenante de son évaluation. Donc c'est sûr que ça se fera de cette façon-là, bien sûr. Non, mais c'est sûr que qui mieux que la personne elle-même peut mesurer sa qualité de vie et finalement comment elle arrive à vivre avec sa maladie dans son projet à elle. Ça, c'est sûr. Ce qui permet de faire la transition avec un représentant de la FNAPSI, avec qui on va pouvoir peut-être échanger quelques minutes.